comme tous les mercredis, Nicolas Prissette. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous, éditorialiste politique à la Tribune Dimanche. Et Pierre Jacquemin. Bonjour Pierre. Bonjour Oriane. Merci d'être là également, rédacteur en chef de Politis. On va parler avec vous de cette campagne pour les législatives. Campagne éclair et mouvementée. Emmanuel Macron affirme qu'il y va pour gagner. Gabriel Attal confirme qu'il conduira la campagne et se représentera. Et puis ce coup de tonnerre à droite, Éric Ciotti qui s'allie avec le Rassemblement national. Un accord confirmé hier soir par Jordan Bardella. Éric Ciotti qui s'est attiré les foudres des membres de son parti. Si vous allez nous faire le récit de cette folle journée des... Oui, heure par heure. Chaque heure apporte de nouvelles. Donc on va attendre ça avec impatience. Oui. Allez, c'est aussi l'actualité dans nos régions. À la une de beaucoup de vos quotidiens régionaux, cette décision d'Éric Ciotti. On en parle tout de suite. Actualité dans nos régions avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Orléans retrouver Éric Richard, journaliste à la Nouvelle République. Bonjour Éric, merci beaucoup d'être avec nous. On le disait évidemment, cette décision d'Éric Ciotti fait la une de beaucoup de nos quotidiens régionaux ce matin, dont le vôtre. Vous revenez sur ce ralliement d'Éric Ciotti au Rassemblement national en donnant notamment la parole au politologue Christophe Boutin. Oui, avant de parler de coups de tonnerre politique ou de séisme, eh bien, il n'est pas inopportun de rappeler une histoire finalement vieille de près d'un demi-siècle. L'histoire, tout simplement, des relations entre la droite, dite de gouvernement, et celle dite extrême, et qui se rattache bien sûr à la famille Le Pen. Alors, on dit souvent qu'au commencement, il y eut l'élection municipale de Dreux, en Eure-et-Loire, en 1983, et cette alliance gagnante entre le RPR, l'UDF et le Front National. Pourtant, dès 1977, et alors que le parti d'un Jean-Marie Le Pen, encore bien peu influent, ne pesait presque pas sur le débat public, eh bien cette même alliance tripartite avait permis à l'extrême droite déjà d'élire des représentants dans une demi-douzaine de communes. Ces événements et quelques autres avaient fini par créer des tensions et puis bientôt des crises internes. Le FN, parti diabolique ou parti fréquentable, c'était le sujet. La suite, on la connaît, ce furent d'abord les rappels à la raison et à la morale de Simone Veil pour l'UDF, puis la notion surtout de cordon sanitaire impulsé par Jacques Chirac pour le RPR. Mais ces mises en garde, au fond, n'avaient jamais éteint quelques ambitions personnelles dont on sait qu'en politique, elles peuvent être dévorantes. Éric, on s'interroge sur le choix d'Éric Ciotti. Est-il vraiment un choix individuel ou répond-il à une exigence de survie de son parti, les Républicains ? Alors c'est là sans doute que l'ambiguïté demeure et c'est ce que rappelle dans nos colonnes ce matin Christophe Boutin, en effet professeur de droit public à l'université de Caen. Malmenés dans les scrutins nationaux, les Républicains doivent néanmoins leur survie électorale et politique au maillage de ces milliers d'élus de terrain partout sur le territoire. Les législatives, ce sont 577 élections, rappelle le politologue. Des centaines de scrutins donc avec bien leur primo-sortant, avec aussi l'avantage aux candidats que les citoyens connaissent. Et sur ce plan, les Républicains ont des arguments à faire valoir sans forcément alliance ni tutelle. Pour le reste, Éric Ciotti a fait un choix, mais ce choix laisse quelques millions d'électeurs de droite face à leur conscience. Merci Éric Richard, merci beaucoup. La une de la Nouvelle République, Éric Ciotti, le Rassemblement national, l'alliance qui fâche, c'est à la une de votre journal. Et on va revenir sur tout ça, si vous le disiez, la folle journée des Républicains hier, ce séisme politique qui a touché la droite. Ça a commencé au milieu de la matinée. Oui, avec cette annonce d'Éric Ciotti et ce ralliement au Rassemblement national, on va l'écouter, c'était au JT de 13h hier. Nous avons besoin d'une alliance en restant nous-mêmes, en évitant le danger des insoumis qui demain pourraient avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Donc il faut une alliance, c'est le sens de la Ve République. Une alliance avec qui, nous le faisons. Éric Ciotti, une alliance avec Marine Le Pen, clairement, c'est ce que vous nous annoncez? Une alliance avec le Rassemblement national, avec ses candidats. Une alliance à droite, avec tous ceux qui se retrouvent dans des idées droites, dans des valeurs de droite. Juste avant la déclaration du patron des LR, il y avait déjà beaucoup de gens, beaucoup de chapeaux à plumes au sein des LR qui avaient condamné et rejeté cette initiative. Vous savez, toutes les semaines, les sénateurs LR se réunissent, comme les autres groupes du Sénat. Hier, il était question de cette alliance qui avait donc fuité un peu plus tôt dans les pages du Figaro. Premier coup de fusil, ce communiqué qu'on va voir, il est publié juste avant l'intervention sur TF1. Les sénateurs, les Républicains, ont réaffirmé à l'unanimité ce qui doit être la ligne claire et responsable de la droite française, rester elle-même en gardant notre indépendance
indépendance et notre autonomie. Le projet que porte le RN n'est pas de nature à redresser la France. La démagogie n'a jamais permis de conduire le pays. Dans la foulée, Bruno Retailleau entre en scène. Voici donc le deuxième coup de fusil. Écoutez. Ce qui est terrible, c'est que je l'ai eu à plusieurs reprises hier au téléphone et je l'ai même rencontré hier et il ne m'en a rien dit. Rien dit. Une famille politique, un parti politique, c'est pas seulement une personne. C'est une histoire, ce sont des militants, ils sont nombreux, ce sont des adhérents, ce sont des élus. Et on ne peut pas prendre en otage toute une famille politique. Voilà Bruno Retailleau qui explique qu'à aucun moment Éric Ciotti ne l'avait mis au fait de ses intentions. Il l'a même accusé d'avoir menti. Troisième coup de fusil, c'est le président du Sénat qui l'a tiré en réunion de groupe. Gérard Larcher a déclaré la chose suivante: je n'avaliserai jamais sous aucun prétexte un accord avec le RN, contraire à l'intérêt de la France et à notre histoire. Et puis dans la même veine, on va voir cette déclaration sur X, sur Twitter. Gérard Larcher qui écrit la chose suivante: à la suite des déclarations d'Éric Ciotti, j'estime qu'il ne peut plus rester président de notre mouvement. Il doit se démettre de son mandat. Oriane. Annonce d'Éric Ciotti qui a secoué, on l'a vu, Gérard Larcher, Bruno Retailleau, mais pas seulement, c'est l'ensemble des sénateurs LR. Oui, certains ont même décidé de rendre leur carte. 2 sénateurs ont annoncé hier quitter le parti LR. C'est le cas de la sénatrice des Yvelines, Sophie Primas, ancienne présidente de la Commission des affaires économiques. Même départ plein d'amertume chez Jean-François Husson, rapporteur général du budget. Il quitte les Républicains, mais reste au sein du groupe LR au Sénat. D'autres élus ont exprimé leur rejet de cette alliance. C'est le cas du Chiracien historique, Philippe Bas, sénateur LR, ancien secrétaire général de l'Élysée. Il appelle Éric Ciotti à la démission. Il ne peut plus rester président du parti créé par Jacques Chirac pour unir la droite et le centre après sa victoire de 2002 contre Jean-Marie Le Pen. Il ne peut plus parler en notre nom. Fin de citation. À voir si d'autres démissions interviendront dans la matinée, dans la journée. Oui, évidemment, la journée risque d'être longue. Il y a notamment le bureau politique qui a été convoqué par Annie Genevard chez les Républicains. Pierre Jacquemin, d'abord. C'est un séisme, une annonce inattendue faite à la mi-journée par Éric Ciotti. Oui, on a beaucoup de surprises depuis dimanche soir et celle-là en fait partie. Je pense que personne ne s'attendait à cette annonce fracassante. J'entendais Stéphane Le Foll dire qu'une page de l'histoire de la droite républicaine se tournait. Il a tout à fait raison. Une page très importante de cette droite républicaine se tourne. Alors on voit bien quand même qu'il y avait des évolutions quand même assez significatives, enfin des évolutions très significatives du logiciel de la droite dite des Républicains. J'entendais, parce qu'évidemment, là, on se fait plaisir de réécouter les archives. Monsieur Ciotti dire que jamais je ne voterai pour Marine Le Pen, c'est pas possible, c'est pas la droite républicaine. Et Marine Le Pen de dire de Monsieur Ciotti, qui était interrogé pour savoir quels étaient les défauts de Monsieur Ciotti, et dire que Monsieur Ciotti était un grand naïf. Je trouve que toute la famille des Républicains sont des grands naïfs. Quand j'entends Monsieur Retailleau dire qu'il n'a pas été prévenu, et c'est vrai que ça paraît scandaleux, ça paraît dingue d'ailleurs, même sur un plan démocratique, si ces gens-là aspirent à être au gouvernement demain, de se dire que ne pas jouer collectif, de ne pas prendre le téléphone de Nicolas Sarkozy, ne pas prendre le téléphone du président Larcher ou du président Retailleau pour annoncer ce type de revirements qui sont des revirements très conséquents, paraît complètement... c'est tout sauf le contraire de la politique. La politique, on l'a fait de manière collective, on ne la fait pas pour soi. On sait que M. Ciotti n'a qu'une envie, c'est d'être ministre de n'importe quel gouvernement pour pouvoir prendre la mairie de Nice le lendemain. Enfin, c'est un calcul personnel qui paraît totalement contraire aux valeurs même de la politique. Et je dis naïf les Républicains parce que c'est quand même eux qui ont choisi de porter M. Ciotti à la tête des Républicains avec la ligne politique que l'on connaît. Donc moi, je ne suis pas si surpris que ça aujourd'hui qu'il y ait une alliance de M. Ciotti avec Marine Le Pen. Ce sont les mêmes. Quand on écoute M. Ciotti, il utilise le même rhétorique que Mme Le Pen. Donc ce sont les Républicains qui ont fait le choix de mettre Ciotti à la tête des Républicains et donc il pouvait imaginer qu'un jour il franchirait le cap et effectivement il couperait le cordon, ce qu'on appelle le cordon sanitaire. Nicolas. Éric Ciotti, depuis plusieurs années, partage, et vous venez de le dire Pierre, les mêmes orientations que le Rassemblement national. Quand on regarde ce qu'il propose, par exemple, sur l'immigration, c'est exactement la même chose, avec l'idée d'un référendum constitutionnel qui permettrait à la France de déroger aux droits européens, par exemple, en clair, aux droits fondamentaux qui sont dans les chartes européennes. Bon, bah, ça, c'est la même chose. Donc, au bout d'un moment, il y a une forme de cohérence à ce que Éric Ciotti s'allie
avec le Rassemblement national. Alors, il n'y a pas que l'immigration. Sur l'économie, Éric Ciotti a toujours été très critique avec le programme du Rassemblement national en disant que ce serait la ruine du pays. Oui, mais l'ADN, c'est les positions sur l'immigration. Oui. Donc là, il y a une cohérence à ce que Éric Ciotti soit désormais aux côtés de Marine Le Pen. Et puis, il y a une forme de... Comment dire ? C'est assez surprenant, on va dire comme ça, de voir les Républicains s'offusquer de cette évolution d'Éric Ciotti, alors qu'eux-mêmes, vous l'avez dit, l'ont porté à la tête de leur mouvement, et depuis 2 ans, voire plus, sont dans une attitude d'opposition à l'égard d'Emmanuel Macron, qui a conduit à la situation actuelle. Il porte une part de responsabilité assez lourde dans la dissolution parce que, il a été impossible pour le pouvoir en place de créer cette coalition qui était pourtant soutenue ou appelée de ses voeux. Alors, il y a Nicolas Sarkozy, mais il y en a d'autres. Et il y avait moyen que les choses se passent autrement. Ils l'ont refusé. Donc, ils se retrouvent aujourd'hui dans cette situation où leurs circonscriptions vont être remises en jeu dans des conditions qui restent à déterminer, parce que la bataille qui se joue ce matin, c'est qui va décider des investitures, qui a la main sur la caisse du parti pour financer les législatives des Républicains. Si tant est que cette étiquette perdure véritablement. Donc cette bataille, elle va se jouer ce matin. Parce que c'est pas tranché, mais si Michel Tabarot, qui préside la commission des investitures, n'est pas du tout d'accord avec le choix d'Éric Ciotti. Bien sûr. Donc la bataille, le bras de fer, il se joue aujourd'hui. Ça va peut-être se dénouer aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, savoir qui sera investi et qui aura l'étiquette et donc le financement des Républicains pour cette campagne. Mais quand on entend Jordan Bardella dire hier qu'il y a plusieurs dizaines de candidats LR ou ex-LR qui seront soutenus par le Rassemblement national, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de candidats du Rassemblement national contre eux, et donc ils auront plus de chances d'être élus. Ça veut dire que les choses ont quand même été préparées un peu en amont, et quand on regarde les projections, et c'est là où ça devient totalement dramatique pour ce parti, quand on regarde les projections pour les législatives, leur groupe serait divisé par 2. Donc c'est-à-dire que non seulement ils en auraient moins, mais une partie d'entre eux serait avec le Rassemblement national. C'est une situation qui est catastrophique. Il y a quelque chose qui me surprend et je me mets à votre place, Oriane. C'est vous que j'interroge. Je voudrais savoir et je voudrais comprendre pourquoi les Républicains n'agissent pas plus rapidement. Il y a quand même quelque chose de... Mais pourquoi vous me demandez ça? Je voudrais savoir si vous avez la lecture de pourquoi les Républicains n'ont pas convoqué dès hier soir et qu'ils y auraient passé peut-être même la nuit pour prendre une décision. Quand je vois aujourd'hui le nombre Annie Genevard a fait un tweet très tôt ce matin pour dire qu'elle a convoqué un bureau politique et qu'il y aurait une conférence de presse dans la foulée. La confusion de ce qui se passe en ce moment, il y a plein aujourd'hui de personnalités politiques de premier plan qui démissionnent des LR. Mais pourquoi c'est pas eux qui démissionnent M. Ciotti des LR? Je ne comprends pas pourquoi M. Ciotti n'a pas été démis de ses fonctions dès hier en collège exécutif des Républicains. Vous vous rendez compte de la confusion? On a quand même ce que lui demandent les ténors des Républicains, ce que lui demandent Gérard Larcher, Bruno Retailleau, Xavier Bertrand. Mais Pierre, la réponse, ce sont les électeurs. Jordan Bardella hier était à 20h pour expliquer qu'il faisait un accord avec les LR. Non, il n'a pas fait un accord avec les LR. Si on comprend ce qui se passe, il a fait un accord avec M. Ciotti. Et d'ailleurs, vous avez on a fait, nous et d'autres médias ont fait, appeler les députés LR. Vous n'en trouvez pas un aujourd'hui qui vous explique qu'il va faire un accord avec le Rassemblement national. Donc cette espèce de confusion et de grand bluff qui est aujourd'hui joué par M. Bardella et M. Ciotti, c'est quand même aux Républicains d'en prendre la mesure et de dire non. David Lisnard emploie le même mot que vous, il dit que c'est du bluff. David Lisnard emploie le même mot que vous, il dit que c'est du bluff. Je pense que c'est un grand bluff aujourd'hui et qu'ils utilisent l'image des Républicains pour participer encore plus. Dans la même journée, vous notez quand même, et c'est ça qui est quand même très important, dans la même journée, vous notez qu'il n'y a pas d'accord avec Reconquête, mais qu'il y a, soi-disant, un accord avec les Républicains. On est dans cette stratégie finale de la dédiabolisation qu'on appelle la dédiabolisation et la légitimation, la remise dans le champ républicain de ce qu'est Jordan Bardella et Marine Le Pen. Donc je trouve que les Républicains ont une lourde responsabilité de ne pas avoir agi dès hier en disant non, les Républicains c'est nous, M. Ciotti, et maintenant du côté du Rassemblement national. Pour compléter ce que vous dites, avant de vous entendre, Nicolas, on va écouter justement Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, qui ont été assez fermes avec la décision d'Éric Ciotti. C'est une trahison. En passant cet accord avec le Rassemblement national, il a fait le choix de la collaboration avec le Rassemblement national, avec l'extrême droite. Il nous a trahis pour une circonscription, la sienne. Il nous a trahis pour un poste de ministre. C'est misérable. Je crois à la politique qui est faite dans la clarté, en défendant ses idées. Parfois on convainc, parfois on ne convainc pas, mais on ne trahit jamais. Et je suis convaincu qu'on aura besoin, demain, de cette parole indépendante. C'est pour cette indépendance que je me suis toujours battu au cours des dernières années. Et je suis convaincu que dans ce qui est devant nous, avec l'Assemblée nationale, avec le chaos potentiel qui se présage, il y aura besoin aussi d'un pôle de stabilité.
Ils sont exprimés assez clairement hier, les ténors d'Annecy. Oui, ils sont exprimés clairement, mais est-ce que leurs électeurs sont d'accord avec eux ? C'est la grande question, c'est ça. Et si Éric Ciotti fait ce geste hier, c'est parce qu'il a bien vu les résultats à Nice, ville qu'il convoite depuis toujours, qui est l'une des rares grandes villes de France où le Rassemblement national est arrivé en tête aux élections européennes. 32%. Merci. François-Xavier Bellamy, 8%. Vous savez, il a noté tous les chiffres. C'est formidable. Mais ça permet de comprendre effectivement. Exactement. Donc, la posture de Ciotti, elle s'explique aussi parce que ses électeurs, il va aller les chercher là où ils sont, à Nice, c'est-à-dire à l'extrême droite. Donc c'est ce que dit Xavier Bertrand. Il a fait ça pour un poste de ministre, il a fait ça pour la ville de Nice. C'est cohérent. En revanche, ce qui est moins cohérent, c'est d'entendre les Républicains expliquer qu'ils sont dans l'opposition, alors que la majorité présidentielle a mis en œuvre l'intégralité de ce qu'ils demandaient. Donc ça c'est incohérent. Et ce qui est incohérent, c'est d'entendre les Républicains pousser ces cris d'orfraie, alors que la moitié de leurs électeurs souhaitent qu'il y ait une alliance avec le Rassemblement national. Ça, c'est incohérent. Donc ils sont dans des postures hier, des postures qui sont très nobles, qui sont tout à fait républicaines, mais qui ne sont pas en cohérence avec la réalité de leur électorat. Est-ce que cette décision d'Éric Ciotti, du coup, elle a mis à jour la fracture qu'il y a entre les ténors des Républicains et leur base du parti ? Ça, c'est une bonne question. Il y a eu un sondage hier qui montrait que 50% des électeurs des Républicains étaient d'accord avec la décision de M. Ciotti, mais faire de la politique, c'est pas ça. Faire de la politique, c'est convaincre. Et quand bien même vos électeurs ne partagent pas un certain nombre d'orientations qui sont les vôtres, vous avez des convictions, et les convictions, vous les portez haut et fort, et vous vous vendez pas pour des places en politique. Et c'est ça que je trouve dramatique dans ce qui se passe depuis hier chez les Républicains, c'est qu'on a le sentiment, effectivement, que M. Ciotti trahit ses valeurs pour des postes. D'ailleurs, je ne crois pas que M. Ciotti trahit ses valeurs, parce qu'on l'a dit plusieurs fois depuis cette émission, M. Ciotti est totalement en phase avec Marine Le Pen. Donc, mais qu'il aille faire son show chez Marine Le Pen au Rassemblement national. Mais là, pour la peine, les Républicains, et là je rejoins ce que dit Nicolas Prissette, mais on le dit depuis toujours, il y a une espèce d'hypocrisie politique à vouloir faire croire que les Républicains seraient aujourd'hui dans l'opposition à Emmanuel Macron, alors qu'Emmanuel Macron mène la politique que les Républicains ont toujours rêvé de faire. Donc peut-être que ça va finalement permettre ce qu'on dit plus souvent, la recomposition politique des Républicains. Et là, le danger est devant nous. Dans 3 semaines, on peut voir Jordan Bardella aux portes du pouvoir. Donc peut-être que c'est le moment pour les Républicains de dire « Allez, allons-y, on fait une grande coalition avec Emmanuel Macron et peut-être qu'ils emporteront une majorité. » Je n'y crois pas, malheureusement, parce que je pense qu'aujourd'hui, la dynamique est du côté de l'extrême droite. Peut-être du côté du Front populaire, si ils arrivent à se mettre d'accord sur un programme et se lancer de manière dynamique et enthousiaste. Mais là, je pense que c'est le temps de la recomposition pour les Républicains et de réaffirmer qu'ils sont une droite républicaine. Oui, parce qu'ils payent une troisième hypocrisie qui est l'ambiguïté totale sur le nini, c'est-à-dire sur le front républicain. Donc ils payent aussi ça. Et il va y avoir une autre ordre de vérité après les urnes, ça sera la composition de l'Assemblée nationale. Dans l'hypothèse qui semble aujourd'hui possible que le Rassemblement national ait une majorité relative mais forte, ça sous-entendrait pour lui faire barrage que l'ensemble des autres groupes, à savoir Renaissance, la gauche unie et les Républicains, fassent bloc pour empêcher le Rassemblement national de gouverner. Quelle sera l'attitude des Républicains à ce moment-là ? Ça serait intéressant qu'ils le disent. Si vraiment ils font partie de cet arc républicain et s'ils sont vraiment opposés au Rassemblement national, est-ce que cette fois-ci, ils accepteront une coalition pour empêcher que Jordan Bardella d'être Premier ministre ? Qu'ils le disent. Ça serait intéressant de le savoir. Juste un mot, puisque Olivier Marleix, on parlait tout à l'heure du bluff, Olivier Marleix, qui est donc le patron des députés LR, enfin ex-patron, puisque maintenant il y a dissolution de l'Assemblée, dit que l'accord n'existe pas et qu'à sa connaissance, à part Éric Ciotti, personne n'aura l'investiture des Républicains, et peut-être un autre. Bref, il n'y a pas la dizaine de députés dont parle Jordan Bardella. C'est ce que dit Olivier Marleix. Ça va dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, Pierre. Oui, c'est pour ça que je trouve que depuis hier, les Républicains auraient dû réagir. On a entendu les uns et les autres réagir individuellement très rapidement, y compris d'ailleurs de manière unanime du côté du Sénat, et c'est plutôt une bonne chose, une bonne nouvelle. Mais c'est pour ça que je ne comprends pas que dès hier soir, on n'ait pas eu une décision qui émane de la direction du collège exécutif des Républicains pour dire « M. Ciotti ne fait plus partie de notre famille, il n'y a pas d'accord entre les Républicains et M. Bardella ». Et aujourd'hui, le flou persiste, parce qu'encore une fois, hier, Bardella est allé sur un 20h expliquer qu'il y avait un accord avec les Républicains. Donc qui croire
et tous les Français là qui nous entendent, qui entendent les uns et les autres expliquer qu'il y a une rupture historique de la droite républicaine avec l'extrême droite, elle est pas vraie au final, même s'il y a une longue, on voit bien une descente ou en tout cas une adhésion de plus en plus forte d'une partie de l'électorat des Républicains vers les idées de Marine Le Pen. Aujourd'hui, encore une fois, il y a un accord entre Jordan Bardella et Monsieur Ciotti. Vous appelez les députés des Républicains, il n'y en a pas un qui vous dit qu'ils vont franchir le pas, à part si peut-être des futurs candidats qui n'ont pas été élus la dernière fois aux élections législatives. Mais aujourd'hui, il n'y a pas cet accord. C'est ça que je ne comprends pas, et je ne comprends pas pourquoi les Républicains n'ont pas réagi plus. Rachida Dati, souvenez-vous, quand elle est rentrée au gouvernement, dans la même journée, elle était démise des Républicains. Donc je veux dire, on sait le faire. Donc cette ambiguïté, cette timidité presque, j'ai envie de dire, du parti Les Républicains, m'interroge. Ouais, et que pour le moment a l'air de se limiter aux Alpes-Maritimes. Hein. Il y a Éric Ciotti, il y a Christelle Dintorni, qui est également députée des Alpes-Maritimes, qui a salué la décision d'Éric Ciotti, donc qui, on l'imagine, sera soutenue par Jordan Bardella. La numéro 2 de la liste sur les élections européennes. Et il y a une fracture, j'allais vous le dire, sur la liste des européennes, puisque Céline Imar, elle a affiché clairement son soutien à Éric Ciotti. Éric Ciotti a parlé du général Gomard, oui. Mais François-Xavier Bellamy, il n'est pas d'accord avec cette décision. Non, mais c'est une ligne de fracture supplémentaire, parce que François-Xavier Bellamy, on le sait, c'est une posture très conservatrice et qui aurait pu être dans un dialogue avec une partie de la droite radicale. Bon, il se maintient dans le champ républicain. Bah, très bien, mais c'est comme les autres. Et à ce moment-là, il faut prendre des décisions et qu'elles soient actées le plus rapidement possible. Et puis surtout, remettre les choses en cohérence politique dans la stratégie des Républicains, de ces Républicains qui sont anti-Rassemblement national, et bien à ce moment-là, qu'ils aillent au bout de leur logique et qu'ils disent clairement quelle sera leur posture, quel sera leur choix dans la future Assemblée nationale. Est-ce qu'ils continueront d'être dans une forme d'opposition au macronisme et à tout le reste, ou bien est-ce qu'ils accepteront d'être en cohérence avec la politique qui a été menée et qui répondait point par point à ce qui était dans leur programme, que ce soit sur les retraites, le droit du travail, les impôts. Emmanuel Macron a coché les cases et a fait voter des textes qu'ils auraient dû voter, eux, les Républicains. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, c'est une heure de vérité et c'est une heure qui est particulièrement cruelle parce que, je rappelle, pour les électeurs, la sanction risque d'être assez brutale. On va voir comment se positionne la majorité. On va écouter Édouard Philippe, le maire du Havre, ancien Premier ministre, ancien membre des Républicains, qui a vivement critiqué la décision d'Éric Ciotti. On l'écoute. Ils n'ont pas compris. Et ça suscite chez eux, en tout cas chez ceux que j'ai rencontrés, j'en ai rencontré quand même beaucoup depuis dimanche soir, de l'étonnement, de l'interrogation, parfois de la colère. Voilà, sur peut-être la réaction effectivement des électeurs. Édouard Philippe, est-ce qu'il peut tirer profit de ce qui est en train de se passer chez les Républicains ? Alors, en théorie, on peut imaginer qu'une partie des Républicains qui n'aurait plus cette maison et cette étiquette rejoignent Édouard Philippe parce qu'il vient de la droite. Alors après, ça serait quand même oublier qu'il y a aussi des déchirements internes particulièrement profonds dans cette famille politique et que Édouard Philippe, il s'inscrit dans la continuité de son mentor Alain Juppé et que d'autres à droite sont soit beaucoup plus libéraux, soit beaucoup plus conservateurs. Donc les grandes familles et les grandes tendances de la droite, elles n'ont pas disparu. Simplement, il y a aujourd'hui une figure de centre-droit qui est Édouard Philippe et qui semble être en bonne position pour une présidentielle à venir, on ne sait pas quand. Mais est-ce qu'il est en mesure de rassembler... Pas tout de suite, parce qu'Emmanuel Macron, dans le Figaro Magazine, dit qu'il ne met pas sa démission dans la balance. Non, l'engagement d'Emmanuel Macron commence maintenant un peu à douter On y reviendra peut-être sur ce sujet. Mais en tout cas, est-ce qu'Édouard Philippe est en capacité de rassembler cette droite-là ? On peut en douter parce que ça fait quand même 7 ans que ceux qui sont restés chez les Républicains nous expliquent jour et nuit que Édouard Philippe et les autres, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, ce sont des traîtres qui n'ont toujours pas réussi à tourner la page de cette trahison et ils sont restés dans l'opposition pour cette raison, principalement dans une forme d'anti-macronisme un peu primaire. Donc est-ce qu'ils mangeront leur chapeau et se diront finalement on va rejoindre Édouard Philippe parce que c'est le plus à même de nous porter au pouvoir et puis peut-être qu'un jour on sera ministre. Ça, c'est pas sûr du tout. Il faudrait qu'ils ravalent leur rancœur et puis qu'ils acceptent de se plier, d'être sous la houlette de l'ex-premier ministre. Franchement, c'est pas gagné, mais pour des raisons
qu'on peut considérer à la fois politique, mais aussi pour beaucoup très psychologique. Ouais. Petite parenthèse, puisque Olivier Marleix annonce que les Républicains présenteront un candidat contre Éric Ciotti dans les Alpes-Maritimes. Donc on a à l'heure actuelle le président du parti qui aura un candidat, les Républicains, face à lui. Voilà. Ça veut quand même... ça devient un peu compliqué. Ça vous laisse sans voix, Pierre, cette annonce. Ça veut dire que la droite va être divisée aussi, sans doute, dans beaucoup de circonscriptions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Éric Ciotti va avoir une étiquette de Rassemblement National sans l'étiquette des Républicains. C'est ça que je voudrais savoir, c'est la clarification sur ça. C'est à qui appartient le parti Les Républicains? On a le sentiment, au vu de nombre de démissions, y compris des grandes personnalités, des présidents de département, des élus, des sénateurs, des députés qui quittent, qui rendent leur carte du parti Les Républicains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils laissent la machine Les Républicains faire une alliance électorale avec le Rassemblement National. C'est cette désertion aujourd'hui qui m'interroge chez Les Républicains et cette absence de clarification, de dire non, nous gardons le parti et d'ailleurs nous convoquons une réunion pour exclure M. Ciotti du parti. Et c'est ça que j'attends. Je ne cesse de me répéter, mais je trouve ça très étrange. Est-ce que là, ils peuvent encore être autonomes? Parce que c'est quand même ce que disait Éric Ciotti dimanche soir, avant son annonce. Il disait, nous, on est autonomes. On est ni Macron, on est ni Le Pen. Est-ce qu'ils ont encore les moyens d'être autonomes? Non. Ou est-ce que là, ceux qui ne sont pas d'accord avec Éric Ciotti vont devoir rejoindre le bloc central, Gabriel Attal? La clarification, elle va aussi dépendre de quelles alliances, si les Républicains restent les Républicains et M. Ciotti va au Rassemblement National, est-ce que les Républicains finissent enfin par accepter qu'ils ont une filiation d'idées avec le parti de Renaissance, avec le parti de la majorité présidentielle? Et je pense que oui. Et d'ailleurs, je pense d'autant plus oui qu'aujourd'hui, le Front populaire s'organise avec des gens qui ne sont pas forcément alignés sur toutes les idées et sur tous les sujets, mais le bloc du centre droit, aujourd'hui, a vocation, aujourd'hui, compte tenu du danger qui pèse sur l'arrivée de l'extrême droite aux portes du pouvoir et notamment à Matignon, ils ont une responsabilité, les Républicains, de proposer une offre politique qui, certes, aura des tendances, des différences, des sensibilités, mais qui, dans les grandes tendances, ont vocation à en tout cas, faire bloc ensemble. Mais ils ont encore les moyens d'Emmanuel Macron avec les Républicains. Donc pour vous, ils n'ont pas les moyens de faire une offre politique autonome aujourd'hui? Non, je ne crois pas. Pour vous, Nicolas? Ah non plus. Quelle est la proposition programmatique des Républicains aujourd'hui? On ne sait pas. Donc où se situe-t-il et quel est leur espace politique? Depuis 7 ans, ils n'en ont pas. Ils perdent toutes les élections. Ils ne peuvent pas, autour de Bruno Retailleau, de Gérard Larcher, garder un parti autonome? Non, mais il y a la différence. C'est là où il y a quand même quelque chose qui est très surprenant. C'est qu'il y a une grande différence entre ce qui peut être l'appareil, les moyens financiers, ceux de délivrer des investitures. Au Sénat, ce groupe qui est puissant. Il y a une grande différence entre ces élus, cette formation politique, son existence concrète au quotidien, et puis leur projet et leur électorat. Là, il y a une déconnexion totale. Quel score font-ils à l'élection présidentielle? Qu'est-ce que font-ils aux européennes? L'électorat est parti. Il est parti chez Emmanuel Macron assez largement. Il est parti un peu aussi au Rassemblement national. Et les électeurs républicains qui restent aujourd'hui, c'est des fidèles grognards qui restent peut-être attachés à l'étiquette, mais ça ne fait pas une majorité, ça ne fait pas un projet, ça ne fait pas une coalition. Donc il y a un moment où les horloges, les pendules vont se remettre à l'heure. Ça sera peut-être dans 3 semaines aux législatives, mais encore une fois, ça risque de faire très très mal. J'ajoute que le contexte politique dans lequel on est, c'est une campagne très rapide, très courte, que l'accession au second tour des élections législatives va être quand même assez élevée et que donc les Républicains, compte tenu de leur statut et aujourd'hui des résultats qu'ils ont fait aux dernières élections, n'ont aucun intérêt à partir tout seuls. Donc oui, à mon avis, s'ils sont raisonnables, et ils doivent l'être compte tenu de l'urgence et du danger qui guette, de faire une alliance avec le Renaissance qui ne peut pas être non plus trop gourmand sur l'ensemble du territoire si il veut remporter un certain nombre de circonscriptions. Donc le parti présidentiel comme les Républicains ont intérêt à faire bloc ensemble. Vous savez, on est dans une tripartition du système politique avec d'un côté le bloc de gauche qui est en train de se confirmer, le bloc central d'Emmanuel Macron avec les Républicains et puis le bloc de droite extrême et d'extrême droite qui est aujourd'hui totalement chapeauté par Marine Le Pen. Donc il y a une responsabilité, je pense, des blocs de faire front commun. Chacun avec ses Mais est-ce que la victoire du Rassemblement national les 30 juin et 7 juillet est inéluctable pour vous? Honnêtement, je souhaite que ce paysage sombre ne puisse ne pas advenir. Et c'est pour ça que la responsabilité de tout l'échiquier politique est absolument fondamentale. Tout le monde doit rester ferme sur ses idées et sur son opposition
absolument déterminés à ce qu'est Jordan Bardella et Marine Le Pen. Je pense que les seuls aujourd'hui qui peuvent battre Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'est le bloc de gauche. Emmanuel Macron aujourd'hui est totalement démonétisé et je pense que le seul espoir aujourd'hui, c'est effectivement ce front populaire qui est en train d'émerger et qui peut être celui qui demain gouverne le pays. C'est vrai, évidemment, cette campagne. Très rapidement, Nicolas, si vous voulez rajouter un mot, c'est 10 secondes. Il a tout dit, Pierre. Il a dit beaucoup de choses intéressantes, et notamment, c'est quand même l'hypothèse principale aujourd'hui, c'est quand même la victoire avec une majorité absolue ou relative forte du Rassemblement national. On suivra évidemment cette campagne éclair mais intense. On le voit, ça fait la une de la presse régionale. On voit ça tout de suite. Question à suspense, de quoi parle-t-on dans la presse régionale? Où va la droite? Où va la droite, Oriane? C'est effectivement la question qui domine la presse régionale. On la trouve par exemple dans le Berry républicain. Le Courrier Picard parle, lui, de séisme à droite après l'annonce hier du ralliement du chef du parti LR à la formation de Marine Le Pen. Une décision qui provoque des tensions extrêmement fortes, on l'aura compris. Ciotti dynamite la droite, titre le Dauphiné Libéré. Ciotti fait imploser les Républicains, précisent les dernières nouvelles d'Alsace. La Marseillaise parle de honte avec une photo en une de Éric Ciotti au journal de TF1 hier. Bref, ce matin, le patron des LR est bien seul à la une de la presse régionale. Et les grandes manœuvres ont bel et bien commencé. Et pas de répit après l'annonce de la dissolution. La politique est sans dessus-dessous, titre le Courrier de l'Ouest. La Dépêche du Midi s'intéresse, elle, au jeu des alliances qui est en train de bouleverser le paysage politique. La tripartition de la vie politique se confirme et s'accentue avec l'union qui se dessine donc entre les partis de gauche. Les législatives verront s'opposer un bloc de gauche vraisemblablement uni, un bloc macroniste libéral conservateur et un bloc d'extrême droite qui s'imagine déjà à Matignon. Analyse des forces en présence dans la Dépêche du Midi aujourd'hui. Le casse-tête de l'organisation de ces législatives. C'est à retrouver en une de Centre Presse. Ce matin, les 2 tours des législatives vont impacter la vie quotidienne des Français et celle des municipalités chargées d'organiser le bon déroulement du scrutin. Beaucoup de contraintes avec lesquels il va falloir jongler les 30 juin et 7 juillet prochains. Il va falloir remobiliser les équipes en urgence, nous dit Christophe Bernier, président de l'Association des maires ruraux de l'Aveyron. Il va falloir s'organiser à nouveau pendant 2 week-ends, alors que certains ont pris des vacances à ce moment-là. Les communes vont aussi devoir s'organiser pour libérer des salles de fête, annuler des mariages, installer des isoloirs. Bon courage à tous. Une nouvelle triste ce matin. Oui, comment lui dire adieu? Françoise Hardy nous a quittés hier soir à l'âge de 80 ans. Elle fait la une de Sud-Ouest ce matin. C'est son fils Thomas Dutronc qui a annoncé la nouvelle. On retiendra notamment évidemment ses tubes, mais aussi son combat pour le droit à mourir dans la dignité. Elle était atteinte d'un cancer et avait avoué l'année dernière vouloir partir bientôt et de façon rapide. Merci beaucoup Steve. La une de Politis, c'est le nouveau Front Populaire. Front Populaire, Front d'Espoir, on revient sur les coulisses d'un accord politique qui dépasse largement le cadre des seuls partis politiques puisque les syndicats rentrent dans la bataille avec des grandes manifestations annoncées ce samedi, mais aussi les ONG, les intellectuels, c'est ça le Front Populaire. Et peut-être sera-t-il la surprise de ces prochaines semaines. Et on suivra évidemment ça. On vous demande même pas ce qu'elle a eu de la tribune dimanche, tellement ça change toutes les heures, Nicolas. C'est possible qu'on parle de politique quand même. Voilà, mais on sait pas de quoi. Merci beaucoup Nicolas. Ensuite, on lira évidemment la tribune dimanche. Merci Nicolas, merci Pierre. Évidemment, à très vite pour suivre cette campagne. Merci Steve. Et vous suivrez évidemment cette journée. Vous avez rendez-vous à 18h avec Thomas Hugues pour Sens Public. Très bonne journée.